Thank you, Mr. President. Madame l'ambassadeur de France, Monsieur le Président de l'Académie de chirurgie, professeur Paul-Dieu, Président de l'Académie de chirurgie française, on m'a dit que je devais aussi parler en français un petit peu. Alors, je vais montrer des diapositives en anglais et les accompagner par un petit peu de français. Si ça ne vous dérange pas, il y a une bonne traduction. Merci. Je peux voir. I already spoke this morning, pardon, j'ai déjà parlé ce matin des problèmes de la santé publique dans le monde, des nouvelles épidémies, mais aussi des maladies chroniques qui affectent de plus en plus de personnes et qui ont des causes multiples. Et le premier concept que je voudrais vous transmettre, c'est que ces maladies ont des facteurs multiples, ont des causes multiples. Et ces causes s'ajoutent les unes aux autres. Bien sûr, nous sommes exposés Ces facteurs s'ajoutent les uns aux autres, et vous avez ici une liste qui n'est pas exhaustive de tous les facteurs auxquels nous sommes exposés. Bien sûr, certains nous pouvons les éviter, le tobacco, le tabac, l'alcool, et on a aussi des infections par les parasites, les bactéries, par les virus, et tous ces facteurs s'ajoutent parce qu'ils causent un changement biochimique commun qui est le stress oxydant. Donc c'est le deuxième concept que je voulais introduire ici, notamment pour les médecins, c'est que le stress oxydant, c'est-à-dire un déséquilibre entre les molécules dérivées de l'oxygène et nos antioxydants que nous fabriquons, que nous mangeons, eh bien, s'il y a un déséquilibre, ceci cause des phénomènes graves, notamment des cancers. L'une des causes principales des mutations d'ADN, ce sont les radicaux libres du stress oxydant. Ceci ne doit pas être oublié. Et cette action se produit sur tous nos principaux composants, les lipides, les protéines et donc surtout l'ADN, le DNA. Et aussi sur le système immunitaire. Le système immunitaire est affaibli par une activation trop grande de facteurs de transcription qui vont activer les lymphocytes, notamment les cytokines inflammatoires, et ceci va entraîner un dysfonctionnement immunitaire. Or, nous sommes exposés à beaucoup de facteurs infectieux, pas seulement qui viennent de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur de notre corps. Par exemple, le microbiote intestinal, les bactéries qui vivent dans les muqueuses, pulmonaires, buccales, etc. Donc, ce stress oxydant est très important et il faut le contrôler. Et je vous donnerai tout à l'heure l'exemple du sida, où le stress oxydant existe depuis le début de l'infection par le virus et continue même après la trithérapie actuelle. Je voudrais donc maintenant me focaliser sur le sida, AIDS en anglais, et comme vous savez, il n'y a pas de guérison pour l'instant, car il existe un réservoir de virus qui est insensible au traitement antirétroviral, même si ce traitement a été très important pour la vie de beaucoup de malades. Et il y a aussi l'explication à donner pourquoi certains continents, pourquoi certains pays ont des taux de prévalence énormes de 5-10%,
et ils infectent aussi bien les femmes que les hommes. Ceci n'est pas toujours le cas dans certains pays, dans nos pays, et je crois que le Mexique est entre les deux. Et donc c'est un problème à résoudre également. Qu'est-ce que l'on peut faire? Je vous rappelle, pour les nouvelles générations de médecins, que l'infection par le virus du sida est une infection chronique qui dure des années et qui se termine mal, si elle n'est pas traitée, par des infections opportunistes et la mort. Vous avez ici les courbes respectives de deux marqueurs qui sont le nombre de lymphocytes CD4 en vert et le nombre de particules virales en rouge que l'on détecte par des méthodes moléculaires qu'on appelle maintenant la mesure de la charge virale, le nombre de copies de RNA virales dans le sang. Je vous rappelle aussi que ce virus est compliqué. Son génome comporte beaucoup de gènes viraux que je ne vais pas détailler ici, mais ceci montre qu'il est adapté à se répliquer dans des lymphocytes déjà activés. Ceci est un troisième concept très important dans le cas du sida, c'est qu'il faut une activation du système immunitaire, notamment des lymphocytes CD4, pour que le virus puisse complètement s'intégrer et se multiplier. S'il n'y a pas cette activation, le virus reste au repos, on peut dire, ou même ne peut pas infecter les lymphocytes. Or, notre système immunitaire est tel qu'il est composé d'énormément de clones lymphocytaires et que seuls quelques-uns, à un moment donné, sont activés. Donc le virus doit trouver ces lymphocytes activés. Et une question que je me suis posée depuis le début de l'isolement du virus, où là, effectivement, on devait activer les lymphocytes par des méthodes artificielles, la question que je me suis posée, qu'est-ce qui active dans le corps de la personne les lymphocytes pour qu'ils deviennent des cibles du virus? Évidemment, tout activateur extérieur au virus, le virus n'a pas de gène pour les activer, tout activateur extérieur du virus serait un cofacteur de l'infection virale. Et j'ai beaucoup passé d'années à chercher donc ces cofacteurs. J'ai cru en trouver dans les mycoplasmes, petites bactéries qui vivent à la surface des cellules. Beaucoup des patients infectés avaient ces mycoplasmes, mais c'était peut-être une simple infection opportuniste liée à la dépression immunitaire. Mais j'ai poursuivi ces travaux avec une équipe réduite et finalement je crois pouvoir vous apporter aujourd'hui une réponse plus solide. Oui, il y a un cofacteur microbien du sida. Je vous rappelle aussi donc actuellement la trithérapie est constituée essentiellement d'inhibiteurs de la transcriptase inverse et de protéases qui agissent donc à différents stades de leur application du virus, de la reverse transcriptase au début, la protéase à la fin du cycle viral, et là c'est la combinaison de ces produits qui maintenant empêchent beaucoup de patients de mourir du sida. Mais ils ne sont pas guéris car ces inhibiteurs ne touchent pas à un certain réservoir du virus qui n'est pas encore identifié et qui fait que dès que l'on traite, dès que l'on arrête ce traitement, le virus revient de plus belle. Donc voici aujourd'hui la situation. Quand on traite par les ARV, on diminue beaucoup la charge virale dans le sang, moins de 40 copies de RNA détectables par millilitre, et on restaure, mais partiellement, le système immunitaire. Et il y a différents signes qui montrent que l'infection n'est pas totalement contrôlée. Il existe toujours des particules infectieuses dans le sang. Évidemment, la personne est moins infectieuse que si elle n'était pas traitée, mais encore un peu infectieuse. Il y a l'expression de marqueurs de l'apoptose sur les monocytes. Et il y a toujours un stress oxydant important qui peut être en partie apporté par le traitement lui-même, notamment les inhibiteurs de la transcriptase inverse. Et donc, il faut tenir compte de ces
l'existence de ce stress pour le traiter également. Et ceci, en général, n'est pas fait au niveau médical. On s'attache essentiellement à la charge, la diminution de la charge virale et l'augmentation partielle des CD4. Donc voici ce qui a amené à définir une politique globale de lutte contre le sida. Il faut bien sûr la féliciter. Elle existe, elle a permis, elle s'étend même chez les patients africains avec beaucoup de résultats de succès. Mais il faut savoir que si l'on traite, là c'est un problème de sécurité sociale aussi, ces traitements sont gratuits, mais combien de temps vont-ils pouvoir être gratuits? Le Fonds mondial a des ressources limitées. Et ces patients doivent être traités à vie. Donc là, on a un problème, une sorte de mur. On ne peut pas traiter 5 à 10% de la population affectée pour des périodes de 20 ou 25 ou 30 ans. En général, ces personnes ont quand même une vie assez courte du fait qu'il y a des complications secondaires qui ne sont pas le sida, mais qui sont des problèmes cardiovasculaires ou neurodégénératifs. Donc, ce n'est pas la solution, c'est une solution partielle, mais il est clair qu'il faut aller plus loin. Et donc, j'ai, avec d'autres, bien sûr, poursuivi la solution qu'on pourrait traiter par les antirétroviraux pour une période courte, comme dans le cas de la tuberculose avec les antibiotiques, et ensuite, le système immunitaire serait capable lui-même de contrôler le virus. Il existe déjà des cas particuliers. Il y a une petite population de personnes infectées qu'on appelle des non-progresseurs à long terme, ou Allied Controller en anglais, et qui sont infectés par le virus, qui n'ont aucun signe du sida, même après 10, 15 ans, 20 ans. C'est une toute petite minorité, mais qui attire beaucoup de recherches, bien sûr. On voudrait bien savoir pourquoi ces personnes échappent à l'action du virus. Il faut aussi rappeler que ce même virus, si on l'injecte à des chimpanzés, le chimpanzé est séropositif, il a beaucoup de particules virales, mais il ne fait pas de sida. La même chose pour le virus proche du VIH2, le HIV, qui infecte des macaques. Et s'il infecte une autre espèce de singe africain qu'on appelle les soutis mangabés, eh bien, ces singes sont infectés, ont une charge virale importante dans leur ganglion lymphatique, mais ils ne font pas de sida. Donc il faut expliquer aussi, bien sûr, pourquoi, si on connaissait les raisons, les causes de cette résistance, on serait plus avancé. Il semble que les recherches actuelles suggèrent que c'est le système immunitaire de ces personnes ou de ces animaux qui contrôle le virus. Mais pourquoi et comment, c'est encore un mystère. Alors, donc, voici le autre objectif. Si on pouvait contrôler l'infection, il ne s'agit pas d'enlever totalement le virus, mais simplement d'empêcher qu'il cause une maladie, eh bien, on n'aurait pas besoin de vaccin, parce que là aussi, le patient pourrait ne pas transmettre le virus. Alors, comment arriver à ces objectifs? Eh bien, voici un peu la stratégie que nous allons employer. Bien sûr, essayer de compléter la restauration du système immunitaire qui n'est pas total après les antirétroviraux. Identifier les cellules ou les tissus qui sont le réservoir du virus. Et surtout, enfin, éradiquer un cofacteur microbien potentiel. Et je vais vous présenter donc des récentes recherches dans ce domaine. Ceci illustre ce que je viens de dire, c'est-à-dire que là, on a diminué la charge virale après le traitement par antirétroviral. Et si on ajoute la prédiction, si on ajoute un traitement des antioxydants, aussi des traitements complémentaires visant à la fois la restauration immunitaire, mais aussi le facteur microbien, peut-être que si on a réussi à compléter donc le traitement par les médicaments antirétroviraux, eh bien, si on interrompt ce traitement, le virus ne reviendra pas. C'est ça la prédiction de ce genre de traitement. Alors, nous allons d'abord montrer que la possibilité de ce réservoir, c'est l'ADN. Vous savez que
Donc ce virus qui est un virus par RNA